Bonsoir, nous allons débuter le conseil municipal. Ah. Ania. Donc bonjour, bienvenue à ce conseil municipal que je déclare ouvert. Antian n'étant pas là, je désigne Stéphane Lecoffre comme secrétaire. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, Panchika Otagno pour Marie-Louise Auger, Émilie Dutoya pour Leïla Larassa, Billot Antion pour Daniel François, Florence Crépin pour Pierre Bologne et Fanny Ascubé pour Jean-Michel Tirassard. Oui. Donc, on va passer au premier chapitre, aux affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 mai 2022. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté. Point 2. Compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation m'a permis de signer 3 avenants dans le cadre de l'exécution des travaux d'extension de l'école de Marignella. Un avenant au marché de programmation sur le secteur de la Plaine des Sports. Une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un food truck en bas du cimetière pour une redevance de 3 500 € annuels, une convention pour l'octroi d'une subvention dans le cadre du partenariat avec la Fondation du patrimoine, l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour un montant de 450 000 €, une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour le financement des travaux du parking des Cibouriens. Y a-t-il des demandes de précision? Oui, Madame Bivervier. Merci, Monsieur le maire. Juste quelques remarques. Tout d'abord, sur le point numéro 1, sur le marché de procédure adaptée, nous sommes surpris. Nous notons une plus-value de 25 000 €. Les postes concernés nous paraissent comme essentiels sur le projet, notamment ceux qui ont un rapport avec les bâtiments modulaires. Apparemment, nous remplaçons les planchers agglomérés par un plancher bois-ciment imputrescible. Est-ce à dire que jusqu'à présent, le plancher aggloméré vous semblait suffisant? Voilà, on est un petit peu surpris que ces modifications soient prises aussi tard. Ensuite, sur le second point, sur le marché de mission de programmation sur le secteur de la Plaine des Sports, est-ce que vous pourrez nous dire, Monsieur le maire, s'il vous plaît, à quel montant s'élève cet avenant? Non? Ah non, j'en ai d'autres, je peux continuer jusqu'au bout. Vous préférez? Et ensuite, c'est une petite réflexion de notre groupe à dire que l'autorisation du domaine public pour un véhicule de vente de plats emportés aux abords du cimetière, ça ne nous semble pas très opportun. Pour les avenants pour le marché de l'extension de l'école Marignella, comme vous le savez, quand on fait des projets d'envergure, on fait souvent des avenants. C'est quelque chose de régulier. Je pourrais sortir le nombre d'avenants qu'il y a sur le projet des récollets, parce que des projets, on peut les réfléchir, mais au moment de l'action, on se voit qu'il faut des fois le modifier, l'améliorer. Donc, sur le plancher, au début, on était parti sur un plancher aggloméré, qui est très qualitatif, mais on s'est dit que vu la situation, l'exposition aux intempéries et surtout aux risques d'inondation qu'il y a sur Marignella, il était plus intéressant de mettre un plancher imputrescible. Donc voilà, on a juste amélioré le projet. Pour les 4 818 € de plus-value sur le bardage, c'est une question d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a des gros soucis d'approvisionnement. Au début, le marché était parti avec un prestataire qui avait un sous-traitant pour le bardage. Malheureusement, ce sous-traitant avait des délais de livraison qui arrivaient à fin septembre, début octobre. On a réussi à trouver un autre fournisseur, un peu plus cher, mais au moins qui nous permet de livrer l'école, qui nous permettra, je l'espère, de livrer l'extension de l'école dans les temps. Pour le marché de mission de programmation sur le secteur de la Plaine des Sports, il n'y a pas un surcoût, c'est juste le statut juridique
du cabinet qui change, donc on doit faire un avenant pour intégrer le changement juridique de ce cabinet. Pour la vente emportée à côté du cimetière, en bas du cimetière, je veux rappeler que jusqu'à maintenant, il y avait une vendeur de pizza, un camion à pizza. Qui était sur un domaine privé, monsieur le maire. Non, qui était sur le domaine public. Non, il y avait une partie sur le domaine privé, mais Non. une partie... Non, non. C'est pas le même, Non, non. celui précédemment. Non, il était sur le domaine public parce Vous qu'il aviez payait reparlé. une redevance à la ville. Donc voilà. Je parle de Donc précédent. ce camion à pizza, voilà, le propriétaire a décidé d'arrêter son activité. Donc on a remis le marché à concurrence et donc on a un prestataire qui a répondu qui était le plus intéressant pour la ville. Et donc voilà. Donc jusqu'à maintenant il y a eu de la vente emportée et on continue à faire de la vente emportée. Donc voilà, pas de changement majeur. D'autres questions? Non. Il n'y en a pas. Donc on passe au troisième point qui concerne la création d'une société publique locale Pays Basque Aménagement. Il s'agit par cette délibération de participer à la création de la société publique locale Pays Basque Aménagement avec la communauté d'agglomération, le syndicat des mobilités et 16 autres communes. Cette société aura pour objet d'étudier, de concevoir, de réaliser, d'exploiter et ou gérer tout type d'opérations d'aménagement, de construction et de requalification, réhabilitation dans les domaines de compétences de ses actionnaires. Concrètement, chaque actionnaire pourra solliciter la SPL pour la réalisation d'études ou de projets entrant dans son champ de compétences sans avoir besoin de recourir à une mise en concurrence. L'objectif est de pouvoir disposer d'une structure dotée des compétences pour réaliser ce type de mission et d'avoir un coût de prestation moins élevé qu'en recourant à des bureaux d'études privés. La SPL sera administrée par une assemblée générale et d'un conseil administratif. Le CA comportera 18 membres et un président, 11 directement désignés par la CAPB et 1 directement désigné par le syndicat des mobilités. Les 6 autres seront désignés par l'assemblée spéciale qui réunira un représentant de chaque commune. Le nombre d'administrateurs fait que chaque commune pourra être représentée soit via la CAPB, soit via l'assemblée spéciale des communes. Pour les représentants, pour l'assemblée générale, je propose soit moi, pour l'assemblée spéciale aussi, pour le comité technique, soit Gérard Brondy, directeur des services techniques, pour le comité financier et contrôle analogue, soit Valérie Toral, directrice générale des services. Voilà, de manière succincte, la vocation de cette SPL. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Perry. Quelles sont les possibilités ouvertes à la SPL, à la forme juridique d'SPL, qui ne seraient pas accessibles directement à la CAPB? En cela, j'anticipe la question: pourquoi rajouter un étage de plus? Pourquoi rajouter un étage de plus? Quelle serait la possibilité qu'aurait la SPL que n'aurait pas eu directement la CAPB? C'est de la souplesse dans l'action. Aujourd'hui, la CAPB, c'est une collectivité. Il faut savoir que la SPL est une société de droit privé. C'est-à-dire que c'est une entreprise. Donc, avec, je dirais, les points positifs que peut avoir le service, le privé, c'est-à-dire la réactivité, de la souplesse sur des projets d'aménagement. Et donc, en faisant une SPL, l'idée c'est d'avoir les deux avantages. L'avantage du privé qui est souvent plus souple, plus réactif, et garder une maîtrise publique parce que l'ensemble des capitaux serait public. Ok, merci monsieur. J'ai d'autres remarques ou questions sur ce sujet. Une remarque, je vois que la limite d'âge pour les administrateurs est à 85 ans. Je sais que dans des hypothèses de report de l'âge de la retraite, mais 85, ça me paraît quand même moi, ça me paraît loin. Voilà. Je pense que ça pourrait être mal perçu par des... Il n'y a pas de limite d'âge pour être élu. Si, dans tout le conseil d'administration, il y a une limite d'âge, mais il est le plus souvent à 75 ans. Oui, une collectivité territoriale. 85. Bon, c'est pas comme ça qu'on va renouveler la classe, mais non, bon. réflexion personnelle.
Savez-vous, monsieur le maire, quelle sera la représentativité de Cibourg dans les différentes assemblées générales, assemblées spéciales, comités techniques? Aujourd'hui, la représentativité de Cibourg est-elle déjà établie? Elle n'est pas établie. On sait que chaque commune aura minimum un représentant, comme je l'expliquais. 18 dans le conseil d'administration, ça ne permet pas tout le monde d'y être. Oui, parce que voilà, mais c'est-à-dire entre ceux qui vont être nommés par la CAPB et ceux qui vont être nommés par le comité spécial, l'idée c'est d'avoir l'ensemble des communes représentées. Parfait. Y a-t-il déjà un projet cibourien? Avez-vous en tête un projet cibourien qui pourrait s'inscrire dans le domaine de cette SPL? Aujourd'hui, on n'a pas fléché de projet parce que la SPL n'a pas encore été créé, mais on peut penser que demain, un aménagement de la taille et de l'ampleur de l'encan pourrait être un sujet qui pourrait être porté par cette SPL. On pourrait penser aussi, par exemple, l'aménagement de la départementale pour la voie express pour la ligne 3, qui serait porté par l'agglomération et le syndicat des mobilités. Ce type d'aménagement aussi pourrait être peut-être donné à cette SPL. Donc voilà. Et, je pense qu'à Cibourg, on aura de quoi faire. Et j'ai une dernière question. Pour toute société de droit privé, le bilan, il y a un bilan obligatoire. Est-ce que le bilan sera accessible aux Cibourins? Le bilan de cette SPL annuel sera accessible aux Cibourins? Je dirais oui. Je dirais que ce serait public, mais je vais me renseigner. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit confidentiel. Mais je peux vérifier l'information. Merci, monsieur. Juste une petite précision que peut-être pas, j'ai pas très bien compris. Dans la répartition, on voit que certaines communes s'engagent sur 50 actions et d'autres sur 20. Y a-t-il une raison? Oui, donc c'est les communes de moins de 5000 habitants. Donc il y a une différence entre les communes de plus et de moins de 5000 habitants. Les communes de moins de 5000 habitants partent sur 20 actions. Ceux de plus de 5000, c'est 50 actions. Voilà. On avait cherché une délimitation géographique, mais quand Asquin était dans le lot... Non, c'est au-dessus du tableau. Ok, merci, monsieur. Voilà l'explication. Y a-t-il d'autres questions ou demandes de précision? Il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 4, la modification des statuts du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Le rapporteur est M. Dufour. Garonne, bonsoir. Le SDEPA, donc, il nous est proposé un changement de dénomination du syndicat, une extension de compétences à différentes missions comme la création de réseaux énergétiques ou l'exploitation de l'éclairage public. Et enfin, un changement de nature juridique, le syndicat devenant syndicat mixte regroupant communes et intercommunalités. Donc bon, c'est rien de bien important. L'éclairage public, le SDEPA avait commencé à porter des projets d'éclairage public depuis quelques années déjà. Donc c'est juste pour rentrer dans le cadre de ce qui se fait déjà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, on passera au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 5, convention avec l'organisme Alcom, le rapporteur est M. Naf. Allô. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, la convention avec l'organisme Alcom. Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021. Sa mission est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac, les mégots en l'occurrence, jetés de manière inappropriée, c'est même souvent qualifié d'illégal, dans l'espace public. Alcom a comme principal objectif la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics à hauteur de 20% de réduction d'ici 2024, 35% de réduction 2026 et 40% de réduction d'ici 2027. Les actions en perspective pour Alcom sont sensibiliser en fournissant des outils de communication et de sensibilisation, d'améliorer en mettant à disposition des cendriers, qu'ils soient fixes ou individuels, soutenir, soutien financier aux communes qui s'engagent, et assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés sélectivement à hauteur de 100 kg de mégots massifiés.
Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. Ce contrat prévoit l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Alcom apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation conformément au contrat. La commune de Cibourg dispose de la compétence de nettoiement des voiries. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, numéro 2020-105 du 10 février 2020, vu les articles L541-10 et L541-10-1 du Code de l'environnement, suite à cet exposé, il conviendrait que le Conseil municipal approuve la signature du contrat type entre la ville de Cibourg et Alcom pour la durée de l'agrément, autorise Monsieur le maire à le signer, ainsi que tout document afférent à ce sujet. Par cette délibération, il vous est proposé d'approuver une convention avec Alcom, éco-organisme agréé par l'État, dont l'objectif est la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics. Dans le cadre de la convention, Alcom apporte un soutien financier à la commune. Il s'engage à mettre en place des actions visant à réduire la présence de mégots sur la voie publique. La commune mettra en œuvre des campagnes de sensibilisation et l'installation de cendriers dans les endroits les plus sensibles, comme par exemple place du Fronton, on peut voir aussi les bars, les écoles, tous les lieux publics. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour une fois. Je vous remercie. C'est une convention qui nous permettra de financer une politique anti-mégots, de ramassage de mégots. Et donc on peut penser qu'on aurait une enveloppe à peu près de 10 000 € par an pour mener cette politique. Oui, comme on est une commune urbaine de moins de 5 000 habitants et qu'on est en zone touristique, on toucherait 1,58 € par an et par habitant. Voilà, pour justement toutes ces campagnes, sensibilisation, nettoiement, achat de matériel. Voilà. Donc eux offrent une gamme de services, mais aussi nous donnent de l'argent pour que nous on mette en place des choses. On passe au point 6. L'opération de redynamisation commerciale convention avec l'établissement public foncier local EPFL Pays Basque, parcelle section AL numéro 25. L'objet de cette délibération est d'approuver une convention de portage foncier avec l'EPFL Pays Basque pour un local situé aux 3 rue Bourrousse, acheté à 115 000 €. L'EPFL a prévu de réaliser des travaux de rénovation de ce local pour un montant de 46 000 € hors taxes, en vue de le louer pour l'installation d'une bijouterie avec un montant de loyer de 480 € par mois. Le portage sera assuré sur 12 années avec classiquement des frais de portage à hauteur de 1% du capital porté restant dû. Je rappelle, comme je l'ai dit, on a acheté un local sur la rue Bourrousse, un petit local de 30 mètres carrés à peu près. On avait auparavant fait une convention avec le PFL pour travailler sur l'acquisition de locaux commerciaux. Donc ça a été la première acquisition. Et donc là, l'idée, ça serait d'installer une bijouterie, donc une joaillière, un artisan. Et donc voilà. Donc il y a des travaux à faire. Un loyer a été accordé entre le PFL, la future commerçante et nous. Donc on partirait sur ça. L'idée, c'est d'ouvrir un commerce pour fin de cette année. Si on est bon dans les délais de travaux. Est-il des questions? Oui. Oui, donc après m'être réjoui de la redynamisation de l'ouverture d'un nouveau commerce, même si ce n'est pas un commerce essentiel, tant que les minoritaires, mais souvenez-vous, vous l'avez été, on se souvient d'avoir délibéré sur ce local, mais j'aurais aimé être un peu associé à la convention et à l'examen du plan d'affaires du BP, d'autant que ce plan d'affaires, il a une incidence dans la clause 5.2. Il est dit que, je vais vous le lire, la collectivité s'engage à prendre en charge le coût des travaux qui n'auraient pas été amortis par les loyers. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque. Et je trouve que le risque là aurait pu être négocié de façon partagée.
C'est vraiment la commune qui assume le risque. S'il y a une défaillance, bon, c'est payé à 8 ans, si j'ai bien compris. À la fin de tour de réactualisation, par contre, vous voyez. J'imagine qu'il va être réactualisé, mais je n'ai pas trouvé le taux. Donc, à loyer constant, s'il y a une défaillance avant 8 ans, c'est seulement la commune qui assumera le risque. Voilà. Oui. Je trouve ça un peu... Je pense qu'on aurait pu un peu mieux négocier. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le demandeur, c'est la commune. Oui. Le PFL n'a rien demandé. Le PFL nous accompagne et nous aide sur l'acquisition, sur le paiement des travaux et aussi sur la supervision des travaux. C'est-à-dire elle le vend en partie puisqu'il y a un pourcentage. Elle le vend, elle achète pour nous. Oui, elle vend du service. Oui, elle vend du service. Elle vend du service à 1%. C'est-à-dire, il faut savoir, le PFL, c'est pas une entité privée. Hein. On fait partie de l'EPFL. Le PFL, c'est un organisme public qui est là pour aider les collectivités. Donc, se dire que sous-entendre que le PFL fait du beurre sur nous, sûrement pas. Au contraire, c'est plutôt déficitaire. Je pense que le PFL est plutôt déficitaire sur ces actions-là. Maintenant, oui, il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Mais sur tout projet, il y a toujours un risque. Aujourd'hui, je considère que le risque, certes, il y a un risque, mais modéré. On sait très bien qu'aujourd'hui, on part sur un projet de bijouterie. Au bout de 4 ans, si la bijouterie, si la commerçante décide d'aller ailleurs pour se développer, ou peut-être le commerce ne marche pas, je pense qu'à Cibourg, vu les demandes qu'on a pour les locaux commerciaux, qu'on n'aura pas de difficulté à le remettre sur le marché et à retrouver un nouveau locataire. Donc, je pense que, voilà, vous avez bien calculé, c'est à peu près un peu plus de 8 ans, l'amortissement. Ouais, un peu plus. Non? Hors taxe. Ouais, vous avez payé un hors taxe. Ah, j'ai peut-être pas tous les ressources. Voilà, il fallait prendre TTC. Bon, peu importe. C'est ce que je regrettais d'ailleurs. Donc, le risque, certes, il y a un risque, mais le risque est minime et maîtrisé. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir peur sur ça. Et je pense qu'il faudrait plus qu'on se réjouisse d'avoir un nouveau commerce qui ouvrira sur la rue Bourros, qui a été historiquement une rue très commerçante. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé par me réjouir. J'ai jamais soupçonné le PFL de prétention crémière. Voilà. Mais vous avez eu accès au BP, donc vous êtes moins inquiet que moi, mais j'aurais préféré avoir accès au plan d'affaires, pour savoir la solidité du truc. Voilà, je trouve que si vous le souhaitez, je suis prêt à vous le montrer. Il n'y a aucun secret. Mais je veux bien, mais pour l'avenir également, quand il y a une hypothèse comme ça d'installation, voilà, je pense que je serai intéressé. contributif. Bien, je prends note. Ok, merci monsieur le maire. Juste pour rebondir sur la réflexion de mon collègue, effectivement, vous venez de nous dire qu'il y avait beaucoup de demandes sur les locaux commerciaux à Cibourg. Qu'est-ce qui a fait le choix de cette personne-là? Parce que il y a eu beaucoup de demandes sur ce local ou non? Non, on n'a pas de demande précise sur des locaux parce que la ville de Cibourg n'en a pas. Voilà. On n'en a pas. Dans le privé, il n'y a pas grand-chose malheureusement. Donc, j'ai des demandes régulières de personnes qui veulent s'installer sur Cibourg, sur Cibourg ou dans le territoire. Et c'est pas toujours ciblé Cibourg. Donc, des demandes, oui. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais c'est très régulier. Pourquoi cette personne, pourquoi cette activité et pas une autre? Il faut savoir que le local est très petit. Hein. On parle d'un petit local de 30 mètres carrés. Vous ne pouvez pas mettre un bistrot, on n'allait pas mettre un restaurant. Imprimeur aussi assez difficile, parce qu'il n'y a pas de lieu de stockage. Donc dans les demandes que moi j'avais reçues, je trouvais que c'était c'était le plus pertinent, c'était la chose la plus pertinente à faire sur ce local, tout simplement. Et surtout qu'on n'a pas de bijouterie, même si c'est pas un commerce essentiel, je partage, mais ça fait partie de la vitalité d'une commune d'avoir une certaine diversité dans son offre commerciale. Donc on n'a plus de bijouterie depuis fort longtemps. C'est artisanal et c'est local et c'est elle-même qui fabrique ses bijoux. Donc je vois pas. C'est qualitatif. Elle a déjà une activité ailleurs? Oui, elle a déjà une activité. Elle travaille
Elle travaille dans une commune avoisinante dans ou... une commune, D'accord. dans un local pas très adapté. Ah, voilà. Elle veut se développer. Elle n'a pas de vitrine. Donc, on ne va pas oublier de voter. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté à l'unanimité. On passe au chapitre 2 qui concerne le personnel communal. Premier point, création d'emplois non permanents. Le rapporteur est M. Lecorf. Bonsoir. Par cette délibération, il vous est proposé de créer plusieurs emplois non permanents. Le premier, un emploi administratif pour l'évaluation des logements vacants pour juillet et août 2022. Second, 2 emplois d'adjoint d'animation à temps non complet 17-35e et 25-35e du 1er septembre au 31 décembre 2022 pour l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs. Un emploi d'accompagnant d'élèves en situation de handicap à hauteur de 7-35e pour assurer cet accompagnement sur le temps de pause méridienne pour la durée de l'année scolaire 2022-2023. Enfin, un poste d'apprenti au sein du multi-accueil pour la période du 1er septembre au 31 juillet 2023. Des questions? Il n'y en a pas, donc on passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté. Point 2, création d'emplois permanents. Rapporteur toujours monsieur. Il s'agit maintenant de créer un emploi permanent d'agent social à temps plein pour assurer les missions d'assistante petite enfance au sein du multi-accueil et de faire évoluer la durée hebdomadaire de temps de travail d'un emploi d'agent d'entretien et de restauration avec un passage de 20-35e à 28-35e. Des questions, demande de précision. Il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au chapitre 3, l'éducation enfance et jeunesse et sport. Premier point, modification des tarifs de restauration scolaire. Rapporteur et Madame Larassin. Bonsoir. La commune de Cibourg propose un service de restauration scolaire bénéficiant d'une tarification progressive basée sur le calcul du quotient familial sur 5 tranches. Par cette délibération, nous vous proposons de créer une nouvelle tranche de tarifs de restauration scolaire pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 400. Ces familles paieraient le repas 1 € au lieu de 2,10 € actuellement. Actuellement, 34 enfants ont un quotient familial inférieur à 400, sur un total de 266 enfants déjeunant en cantine. Cette nouvelle tranche bénéficiera aux familles les plus modestes sans impacter les tarifs des autres familles, malgré les augmentations précédentes et probablement à venir du coût d'achat du repas auprès du prestataire. La commune conclura une convention avec l'État afin de bénéficier d'une aide à la mise en place de ce nouveau tarif. Ce dispositif existe depuis 2019, mais la commune de Cibourg n'y est éligible que depuis avril 2021. Avez-vous des questions? Oui, Madame Durvier. Oui, alors divers points sur cette délibération. Tout d'abord, on peut que se réjouir effectivement de ce dispositif mis en place par l'État qui vient en aide aux familles les plus impactées par la baisse du pouvoir d'achat. J'allais vous poser la question combien d'enfants sont concernés, vous me dites 34, c'est donc j'ai bien ma réponse. Ensuite, effectivement, ces tarifs ou cette grille qui a été adoptée le 10 avril 2019 reste constante. Je vois, et comme vous l'avez dit, effectivement, malgré le nouveau prestataire qu'à l'époque nous avions sollicité et qui améliorait nettement la qualité des repas, avec un surcoût à l'époque assez conséquent que nous n'avions pas voulu reproduire sur les parents parce que les difficultés étant là. Donc effectivement, nous allons voter pour cette délibération, puisque les grilles sont donc celles que nous avions mis en place en 2019, et le prestataire nous semble parfaitement valable. Enfin, l'amélioration des repas s'est bien fait sentir. D'ailleurs, j'ai été assez surprise de voir que sur le compte rendu de la commission enfance-jeunesse, il avait été question de changer de prestataire. Enfin, ça a été évoqué. Je suis un peu surprise parce que je pensais
que celui-là donnait entière satisfaction, du moins les remontées que j'en avais. En fait, c'est parce qu'on arrivait à terme du marché, donc le marché a été relancé. Et à ce jour, on a 3 prestataires qui ont candidaté, et du coup, on doit étudier les nouvelles propositions. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, pour vous rappeler simplement qu'à l'époque, c'était une demande pressante des parents, puisque la qualité de ce prestataire nous avait été recommandée par les parents, et que malgré le surcoût, nous avions pris ce prestataire parce que effectivement c'était bien meilleur. Et il y avait une quantité d'ingrédients bio qui était bien supérieure à ce qui était proposé auparavant. Oui. Donc nous aussi, à ce jour, nous sommes satisfaits du service proposé par ce prestataire. On verra maintenant ce que donnera l'ouverture des plis. Je suis contente de voir que vous vous réjouissiez de cette délibération et de la mise en place de ce tarif social. Effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous parce que le service de restauration scolaire, c'est quand même un service public indispensable pour les familles de la commune. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir travailler dans la commune où il réside. Donc c'est un service qui est essentiel pour ces familles-là. Et voilà, la cantine aussi, c'est un temps de repas, un temps éducatif, c'est un espace privilégié d'apprentissage et de socialisation pour les enfants. Et c'est important pour nous de permettre au plus grand nombre de pouvoir d'avoir en tout cas accès à la cantine et de pouvoir bénéficier aussi de repas équilibrés, comme vous l'avez dit, Madame Dubarbier. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, et puis pour parler du coût, donc là on part sur, c'est une aide qui est proposée sur 3 ans. C'est une double aide, si on peut dire, parce qu'il y a ce tarif social qui est mis en place, mais en fait, il n'y a pas de hausse qui est exercée sur les autres tranches de famille, donc ça c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les familles de la commune, je l'espère. Juste pour préciser, donc Lélie l'a très bien expliqué, c'est une double aide, tarif social à 1 euro pour les ceux qui sont en dessous de 400. La commune parallèlement absorbera l'inflation du prestataire parce qu'on a lancé le marché, on sait que ça sera plus cher et on l'absorbera. Et deuxième chose, c'est important pour les classes populaires, si on peut le dire comme ça, pour ceux qui sont en dessous de 400. Parce que bon, on sait que on connaît la période qui est compliquée pour tout le monde, tout particulièrement pour eux. Mais il faut savoir aussi qu'on a détecté, c'est plutôt les professionnels, les agents et les corps enseignants, aussi a détecté que certaines familles ne mettaient pas leurs enfants dans la cantine pour des raisons de difficultés financières. Voilà. Je ne peux pas vous dire que c'est 10 familles, 15 familles. On sait qu'il y a des familles sur Cibourg qui ne mettent plus leurs enfants à la cantine parce que c'est trop cher. Imaginez-vous si 2,10 € c'est trop cher. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir le tarif, soit le tarif social pour tout le monde et que tout le monde puisse manger au moins un repas qualitatif équilibré, du bio, au moins une fois par an. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque. Dans le règlement de la cantine, nous avions à l'époque souligné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de ce règlement qui disait que la cantine était réservée aux parents qui travaillaient. On avait soulevé ce problème en disant justement le caractère social de cet accueil des enfants qui malheureusement ne peuvent peut-être pas... Enfin, la cantine c'est peut-être le lieu où ils sont assurés d'un repas... correct, donc ça serait peut-être bien de revoir ce règlement de cantine et d'enlever la précision de parents qui travaillent. Ouais. On en avait parlé un ancien conseil municipal. Et on m'avait même dit que les règlements étaient faits pour ne pas être appliqués. On va essayer de les appliquer maintenant, de les corriger, de les appliquer. Allez. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2, qui est la détermination des tarifs des activités sportives, multisports et tickets sport vacances.
Donc, Antion Biot n'étant pas là, je présente le projet de délibération. Donc, détermination des tarifs des activités sportives, multisports et tickets sport vacances. Donc, la pratique régulière d'une activité sportive ou physique a un effet bénéfique sur la vie sociale et la santé. Elle améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la perception de soi. Ce rôle bénéfique se retrouve aussi bien chez les jeunes enfants, les adolescents, les adultes que chez les personnes âgées. Avec le service sport, nous avons travaillé à la définition d'un projet global avec pour objectif de favoriser la pratique du sport par les différents publics. Donc les mineurs sur le temps de loisirs, les mercredis en période scolaire et par le biais de tickets sport sur les périodes de vacances extrascolaires. Pour les adultes, notamment public féminin en situation d'isolement et les jeunes retraités. Donc il s'agit par cette délibération de valider les tarifs des activités sportives que nous proposerons à la rentrée de septembre 2022. Donc les tarifs proposés sont de 30 € pour le multisport adulte et enfants et 50% du coût de l'activité quand elle fait intervenir un prestataire extérieur pour les tickets sport-vacances sur les périodes de vacances scolaires. Donc pour nous, c'était un projet aussi important, notamment après cette période Covid. Voilà, c'est le constat de plusieurs associations ou professionnels aussi qui remarquent qu'il y a une baisse importante de la pratique d'activité physique chez les jeunes, notamment chez les jeunes, les adolescents. Et du coup, l'idée ici, c'est de vraiment développer une offre de services attractive pour attirer ces jeunes, les inciter à pratiquer une activité sportive régulière, mais c'est aussi de travailler davantage en lien avec le tissu associatif local existant, qui sont partie prenante de ce projet. Nous avons organisé une réunion de présentation de ce projet sport. 14 associations étaient présentes, donc ça prouve qu'il y a quand même une adhésion et un intérêt pour ce projet. En tout cas, les incentives motivés pour mettre en place ce projet et essayer d'attirer des publics qui sont aujourd'hui un peu plus éloignés d'une pratique sportive. Je vous en prie. Bien, au travers de cette délibération, nous entendons bien votre intention, sachant que vous n'avez pas oublié sans doute que ce service est mis en place à partir de 2018. Donc les intentions étaient là, etc. Et nous avions sur ce projet-là plusieurs agents qui, par leurs compétences, pouvaient agir auprès des enfants, des jeunes et des seniors. Or, lors de la commission enfance du 10 mai 2022, nous n'avons pu que constater qu'une grande partie du personnel dédié à ce projet était indisponible pour des raisons diverses. Certains étaient en maladie, malheureusement. D'autres étaient en stage immersif, donc ils n'étaient pas opérationnels sur ce projet. Et d'autres qui, je dois le dire, avaient une très belle action sur le Trinquetiki, ne sont plus sur nos effectifs. Donc nous espérons que cette problématique a été prise en compte parce que les intentions c'est bien, mais il faut avoir des agents qui soient opérationnels. Là, je pense que sur les écoles, les activités sportives n'ont pas été toujours au rendez-vous. Les activités artistiques, et malheureusement on ne peut que le regretter, hein, c'est pas la faute de l'agent s'il a eu des problèmes de santé, mais c'est vrai que je pense que, ayant bien entendu aujourd'hui votre intention, j'espère que cette problématique d'absence des agents sera prise en compte en amont de façon à pouvoir être opérationnel rapidement. Alors ne vous inquiétez pas, ce projet a été construit avec les agents qui sont bien présents aujourd'hui. Voilà, il a été pensé, les techniciens et qui seront présents demain, tout à fait, et porteurs du projet. Au niveau des activités sportives dans les écoles, il n'y a pas eu de manquement sur cette année scolaire. Les activités sportives ont été proposées régulièrement sur toutes les écoles de la commune. Voilà, et non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous avez raison, c'est un projet, je dirais même, qui avait été mis en place à l'époque par Michel Iriart en 2010, si ma mémoire est bonne.
voilà, de façon ponctuelle. 2018, comme vous le disiez, le projet n'a pas perduré. Nous, aujourd'hui, on part sur un nouveau dispositif. Voilà. Mais les agents, aujourd'hui, sont présents. Je touche du bois pour qu'il n'y ait pas de nouveau arrêt maladie, comme vous l'avez dit. Au niveau sport, en tout cas, tout le monde était présent, en bonne santé. Et je touche du bois pour que ça dure. Michel Hériard n'était pas élu de la commune de Cibourg en 2010. Peut-être que je me trompe dans la date, mais je sais que c'était lui qui était à l'initiative de la mise en place des tickets sport, pour en avoir discuté avec le technicien en charge du sport ici, et qui m'a expliqué que c'était lui qui avait beaucoup porté ce projet, en partenariat avec le Yacht Club notamment. Voilà, donc peut-être que c'est pas 2010, vous m'excuserez, mais en tout cas... Mais je pense que Michel Hériard était élu en 2010. Je pense qu'il était élu en 2010. Non, il était élu le premier mandat. Il n'a pas fait le deuxième? Je m'excuse. Je pense qu'il a fait les 2 mandats. C'est vrai? Oui, parce qu'il avait arrêté en 2014, je me rappelle, parce qu'on s'était présenté pour la première fois en 2014, et je savais qu'il n'était pas représenté, pour des questions qui lui appartenaient. Juste une précision, là, vous avez sous-entendu qu'on a des agents en arrêt maladie sur le service sport, mais je pense de mémoire qu'on a eu personne là, depuis qu'on est arrivé sur le service sport. Je vais voir Stéphane, mais je pense qu'on a eu personne en arrêt. Sur l'enseignement artistique, oui, malheureusement. Comme vous l'avez dit, c'est pas la faute de l'agent, malheureusement. Heureusement. Et dire qu'il y a eu des défaillances sur ce volet-là, il faut dire que certes, on a eu l'agent qui est tombé malade. On a essayé de le remplacer, de trouver des solutions. On a eu des remplacements ponctuels, mais malheureusement sur l'enseignement artistique, il est très difficile de trouver des agents, des professionnels, titulaires du DUMI. On a eu beaucoup de mal cette année à trouver. On a réussi à compenser au mois de décembre. Après, on n'a pas réussi. Et ce n'est pas faute d'avoir appelé des professionnels. Donc, on espère que pour la rentrée prochaine, qu'on trouve une solution. Mais sachez que ce n'est pas une question de laisser aller ou de manque d'intérêt sur la question, mais c'est juste que, voilà, des dumistes, ça court, comme vous le dites, ça ne court pas les rues. Donc, vraiment, on a fait tout notre possible. Je le répète, on a réussi à trouver un intervenant pour le mois de décembre, pour boucler le spectacle de fin d'année de Noël, mais après, on n'a pas réussi à pérenniser ces postes. Donc voilà, ce n'est pas un manque d'intérêt, mais c'est une conjoncture particulière sur ce domaine-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Juste, je comprends bien votre difficulté par-dessus marché, parce qu'étant donné la qualité du travail de M. Claudio auprès de tous les enfants, je comprends que le remplacer, c'est quelque chose de très difficile. Donc, s'il n'y a pas d'autres... On vient de me confirmer que Michel Hériard était bien élu en 2010. On ferme la parenthèse. Un souvenir impérissable, excusez-moi. Michel Hériard appréciera la remarque. On continue. Point 3. Donc, on va voter avant. Donc, sur ce dispositif sport, donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 3. Avance, évolution du dispositif. Et c'est Mme Larassa qui est toujours rapporteure. Alors, par le biais de cette délibération, nous souhaitons proposer une évolution du dispositif Avance, on avance pour permettre une meilleure visibilité des actions soutenues, aide au permis de conduire, aide au BAFA, autres projets, et proposer la création d'une aide spécifique pour l'acquisition d'un vélo. Le principe est également de mettre en place une progressivité des aides en fonction des revenus, selon les mêmes tranches que celles mises en place pour les tarifs de restauration scolaire. Vous avez dans le texte de la délibération les montants proposés par le dispositif. J'ajoute également que le principe de la contrepartie demeure et qu'elle est calibrée en fonction du montant de l'aide. Avez-vous des questions, des remarques? Des questions, des remarques? Oui. Madame Dubarbier. Je vois que ça fait sourire. Bien, alors... Lors de la présentation des prévisions budgétaires 2020,
vous aviez dédié à ce projet la somme de 1 500 €, bien loin des 5 000 € annuels inscrits en 2017, 2018, 2019. Je tiens à préciser ce qu'a été ce dispositif. En 2017, nous avons accordé une aide pour 2 BAFA, un voyage humanitaire, une participation à une année d'études aux USA, un permis B. En 2018, nous avons aidé les jeunes qui devaient faire une mission au Népal, 3 permis B, un permis C, une formation MANA en art appliqué et un stage d'études au Canada, plus un BAFA. En 2019, nous avons aidé des jeunes qui avaient prévu un stage en Guadeloupe, 2 BAFA et des études en Belgique. Le constat est assez positif. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressentait. Heureusement, l'espoir n'avait pas disparu puisque Madame la Première adjointe nous avait affirmé que tout cela, cette baisse des subventions, n'était due qu'à une volonté d'évolution du dispositif. Donc, à la lecture de la présentation de ce soir, de cette délibération intitulée « Évolution du dispositif », cette lecture nous a donné un grand espoir. Permettez-nous de vous dire que nous ne trouvons dans ce texte que la reprise des conditions d'éligibilité et des montants d'aide, puisque les BAFA étaient subventionnés au même montant. Donc je permettrai de terminer cette intervention en vous disant, chère madame, que les effets d'annonce ne font pas l'événement. Donc j'espère que dans quelques mois, ce dispositif reprendra sa vocation et que voilà, il nous permettra d'aider les jeunes, ce qui nous semble quand même particulièrement intéressant. Parce qu'on peut dire qu'en 2020, on a simplement aidé 2 permis B et en 2021, un permis B. Donc effectivement, nous attendons la reprise de ce dispositif. Merci. Alors vous avez très très bien résumé les actions qui ont été portées par la collectivité via le dispositif avance-on-avance de 2017 à 2021. Effectivement, nous nous étions toutes et tous accordés, il me semble, en commission, en début de mandat, lors d'études de certains dossiers, pour dire que ce dispositif devait être amélioré, qu'il devait être plus cadré, notamment en définissant des critères d'éligibilité. C'est ce que nous nous sommes attachés à faire depuis plusieurs mois avec les techniciens, en commission avec les élus. Nous avons défini donc des critères en nous basant sur des QF, en déclinant des propositions, des montants, une certaine progressivité entre les différents QF pour apporter plus de justesse aussi, parce qu'il n'y avait aucun critère qui était mis en place. Il faut savoir que c'était un dispositif qui n'était pas non plus très cadré, parce qu'aucune convention n'était établie entre la collectivité locale, c'est quand même de l'argent public qui est donné aux demandeurs de financement. Donc là, on a convenu de mettre en place des conventions qui seront rattachées donc entre la collectivité, le bénéficiaire, et si BAFA ou si demande de permis, le prestataire de service. Il a été convenu également que les heures de contrepartie devraient être réalisées avant l'attribution de l'aide pour un meilleur suivi et un meilleur cadrage, parce que malheureusement, on a pu constater des difficultés pour que les jeunes puissent rendre les heures qu'ils devaient. Donc l'idée c'est de poser un cadre pour que ce soit un peu plus simple pour tout le monde et que dans les commissions aussi, on puisse du coup étudier ou vous présenter les dossiers qui auront été déposés par les jeunes et en vous disant aujourd'hui tel dossier, c'est telle demande, les ressources sont telles, ça rentre dans tel QF, telle tranche, le montant il est de temps et il fera sa contrepartie dans tel service, on a conventionné. Voilà, qu'il y ait un cadre un peu plus légal, un peu plus carré qui soit posé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui.
Ça, c'est la première évolution majeure et je peux vous assurer que ça nous a pris du temps, qu'il y a eu du débat. C'est dommage voilà, que vous n'ayez pas pu assister à l'ensemble des ateliers. Et l'évolution, vous parliez du montant. Effectivement, 2020, c'était l'année Covid, on venait d'arriver. On est parti sur une enveloppe de 1 500 € parce qu'il restait 6 mois quand on a délibéré sur le montant de la somme. On a convenu d'attribuer une enveloppe à hauteur de 6 000 € pour le dispositif Avance-on-t'avance. Voilà, donc 6 000 € qui seront mis en place dès ce soir pour finir l'année et l'année prochaine, je l'espère. Et la nouveauté, c'est l'aide pour l'achat de vélos, parce qu'on trouve qu'on a envie d'être un peu plus vertueux sur ce sujet. Je ne doute pas de votre vertu. Vous êtes moqueuse. L'aide au permis, c'est important, ça permet l'accès à l'emploi. Le BAFA aussi, parce qu'on manque cruellement d'animateurs diplômés. Donc c'est un bon point de permettre à nos jeunes de se former. Et le coût d'un BAFA, c'est pas négligeable dans un foyer. Et l'aide d'achat de vélo, pour nous, c'était important en tout cas de favoriser la pratique du vélo au quotidien sur des déplacements réguliers et de changer en tout cas, si possible, de façon durable les habitudes de déplacement des Cibouriens. Voilà. Je ne vais pas revenir sur toutes vos éloges, mais simplement je voudrais préciser une chose, c'est que toutes les contreparties durant les années précédentes ont été honorées. Simplement, une contrepartie n'a pas été honorée, mais c'était un jeune qui a malheureusement qui a perdu son père et sa mère en très peu de temps. Et donc c'est vrai que nous n'avions pas été jusqu'au fait de lui imposer ce genre de choses. Donc, non, mais vous avez parlé en disant que tout n'était pas bien cadré et que des contreparties n'étaient pas honorées. C'est absolument faux, parce que toutes les contreparties ont été honorées. Alors, Madame Dubarbier, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que des contreparties n'étaient pas honorées. Je disais que c'était compliqué pour certains jeunes de devoir réaliser les heures de contrepartie. C'était compliqué aussi pour la technicienne en charge des dossiers de leur courir derrière et de définir des périodes où ils pouvaient être présents, parce que la majorité sont des étudiants et qu'il n'y a pas d'université encore sur Cibourg. Donc c'était compliqué dans les deux sens. Je ne suis pas venue sur les contreparties qui n'ont pas été réalisées. Mais bon. Beaucoup de débats sur ce projet qui est très intéressant. Juste dire que le projet qui avait été initié par la précédente équipe, et donc par vous, qui avait une base très intéressante, là l'idée c'est de l'améliorer. Donc c'est de l'améliorer avec des critères qui sont plus lisibles pour les jeunes, pour les techniciens, pour les élus au moment d'arbitrage. Sur les enveloppes, je veux rappeler qu'on n'a jamais baissé. Si on a baissé, c'est parce qu'il y a eu moins de demandes. Quand vous aviez lancé ce projet, ça a bien commencé, j'ai les chiffres ici. En 2017, on avait 5 projets qui avaient été aidés. En 2018, j'en ai 8. Et après, à partir de 2019, ça commence à baisser. Après, on a eu le Covid. Ça a aussi arrêté un peu le dynamisme. Bon, l'idée là, c'est de relancer ce projet-là en ouvrant les champs aussi d'aide, parce qu'on a l'aide au permis, l'aide au vélo qui est rajoutée, et une enveloppe qui sera plus élevée, plus importante, de 6 000 € qui a été votée lors du BP 2022. Donc l'idée, parallèlement à ça, c'est de faire aussi une campagne de promotion de ce dispositif, de le refaire connaître, pour que les jeunes puissent venir et puissent demander une aide, que ce soit pour le BAFA, pour le permis ou pour l'achat d'un vélo, avec une contrepartie pour la commune, avec des heures. Je vais rajouter aussi un élément qu'on n'a pas mis sur la délibération, mais qui va être fait, parce que c'est quelque chose de très important, c'est un point juridique. Jusqu'à maintenant, les jeunes qui faisaient des contreparties dans la collectivité, malheureusement, le faisaient hors cadre. Il n'y avait aucun cadre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contrat de travail, il n'y avait pas d'assurance, ils n'étaient pas assurés. Donc l'idée là, c'est aussi de conventionner et pour que ces jeunes soient aussi assurés au moment de la pratique de leur retour, que ce soit au centre de loisirs, au service technique, au service administratif ou autre. Voilà, on ne l'a pas mis dans la délib, mais ça va être fait parce que c'est indispensable.
Y a-t-il d'autres questions de remarques? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Donc l'ordre du jour est quasiment épuisé. Nous avons 2 questions diverses de Monsieur Perry. Je les lis, vous les lisez? Je vais les lire. Allez. Monsieur le maire, le tribunal administratif a jugé non conforme dans plusieurs points du projet immobilier Bicaléac, donc entre autres les hauteurs de faîtage et la reconstruction à l'identique du mur d'enceinte. Donc il va falloir réagir. Pourriez-vous nous dire, monsieur le maire, quel est l'état aujourd'hui de traitement de ce sujet? Et deuxième question, quel pourrait être l'impact sur le chantier? Avec une information, je viens d'être informé que le Conseil d'État a été saisi autour de ce sujet. Je ne sais pas exactement. Voilà, ça semble être tout récent. Donc, voilà les 2 questions. Donc, comme vous l'avez dit, le tribunal administratif de Pau a effectivement rendu un jugement avant de dire droit le 29 avril 2022, a donné raison aux plaignants sur 3 points sur 37. 3 points que le tribunal a jugé régularisables. Donc la hauteur de faîtage, donc sur des dépassements de mémoire de 28, entre 28 et 70 cm. Donc là, le promoteur est invité à redéposer un permis modificatif pour régulariser ces 3 points. Ce permis va être déposé en mairie, puis présenté au tribunal administratif. Le tribunal administratif décidera, avec un jugement final, si le permis est bon ou pas. Entre-temps, il n'y a pas de décision suspensive du tribunal administratif, donc les travaux continuent. Il faut rappeler que des pétitionnaires aussi avaient fait plusieurs demandes de recours suspensifs sur ce projet-là pour arrêter le projet. Donc, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 de mémoire. Ils ont été déboutés sur l'ensemble, même condamnés à des pénalités pour certains. Donc voilà, aujourd'hui, la situation est là. On attend ce permis modificatif pour qu'il soit présenté au tribunal administratif pour qu'il juge définitivement sur le fond sur cette décision-là. Entre-temps, les travaux continuent. Sur la deuxième question, sur le recours sur le Conseil d'État, je ne suis pas au courant. C'était un point qui vient de m'arriver. Non, la deuxième question. Il y a plus d'informations que moi. La deuxième question est la suivante, je vais la synthétiser autrement. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que si le permis modificatif était refusé, l'impact sur le chantier est très fort sur la rentabilité globale du projet, vu notamment l'état d'avancement du chantier? Oui. C'est sûr qu'il y aurait un impact, mais je pense que si le promoteur est débouté sur le permis modificatif, je pense qu'il ferait un recours, qui prendrait un certain temps, et qui ne sera pas suspensif. Mais je ne vais pas anticiper le jugement du tribunal, mais s'il n'y a pas eu de jugement suspensif sur le projet. Donc vous y voyez un signe. Mais c'est ma propre lecture, ma lecture personnelle, c'est pas la lecture de nos services juridiques ni de nos avocats, c'est ma lecture personnelle. Je suis pas juriste, je suis pas avocat. Non, voilà pour commenter les décisions. Non plus pour tenter à la vertu des bouches. Je pose ma deuxième question, monsieur le maire. Si vous le souhaitez. La deuxième question porte donc sur la suspension du projet de la CAPB, donc, qui faisait obligation aux loueurs en location saisonnière de mettre sur le marché des compensations. Donc on a compris que ce premier projet a été repoussé, suspendu. On a lu que l'agglomération redimensionnait le projet, réécrivait le projet. Donc, je posais des questions dans le désordre. Pourriez-vous nous dire les orientations, savez-vous les orientations de la nouvelle forme du projet? Qu'est-ce qui pourrait changer? Quel est votre sentiment sur ce projet? Et notamment, moi j'ai été alerté par par une typologie de citoyens qui représente quand même
quelques personnes, plus d'une dizaine de personnes. Ce sont des gens qui ont hérité de la maison de leurs parents, qui n'habitent pas ici, qui sont résidents principaux à Lyon, à Paris ou à je ne sais où, qui héritent de cette maison, mais qui ont besoin du fruit d'une location sur cette maison pour en garder la jouissance et toutefois assumer les frais fiscaux et d'entretien de la maison. Donc, un cas très très particulier. Donc, j'imagine que vous ne découvrez pas ce cas particulier ce soir. Donc, avez-vous un avis sur ce cas particulier, monsieur le maire? Donc, je commence par la première question. Donc, vous avez bien lu la presse. L'agglomération travaille sur une nouvelle version de cette règle. L'idée étant de la présenter le 9 juillet en conseil communautaire. Aujourd'hui, d'après les éléments que j'ai, les différences entre les deux versions seraient sur l'application du délai, et le délai d'application qui serait plus lent, pour permettre, entre autres, aux personnes morales de pouvoir se retourner. Donc, au final, là, le travail qui a été fait, ça a été de se poser sur les remarques du tribunal administratif qui a permis d'argumenter une suspension et pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, il y avait une question de délai qui va être allongée et un certain assouplissement aussi pour pouvoir faire ces compensations. Je ne peux pas m'avancer plus parce que je n'ai pas reçu encore la délibération qui sera présentée pour le 9 juillet en conseil communautaire. Pour la question de famille ou de propriétaires qui auraient une résidence secondaire par héritage sur notre commune, il faut savoir aujourd'hui qu'à l'état actuel du droit, on est incapable de faire de distinguo entre propriétaires qui auraient deux propriétés ou plusieurs propriétaires. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de différence par rapport à l'origine de la propriété. Voilà. Aujourd'hui, un propriétaire est propriétaire. C'est le droit. Ce que vous dites, ce n'est pas l'incapacité, c'est l'interdiction de faire... Voilà, aujourd'hui, dans le droit, un propriétaire est propriétaire, qu'il soit propriétaire parce qu'il a acheté, qu'il soit propriétaire parce qu'il a eu un legs, propriétaire parce qu'il a hérité. Voilà, c'est le droit. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ce distinguo. Sur cette règle, je pense que vous connaissez ma position, je ne me suis jamais caché, je l'ai toujours défendu. Je pense qu'il est nécessaire sur une commune, en tant que maire de Cibourg, quand on est dans une commune avec une forte tension immobilière, on a 45%, un peu plus de 45% de résidences secondaires, quand on estime qu'on a à peu près 600 logements de tourisme sur la commune, que le marché locatif est tarif, il n'y a plus de logements en location à l'année quasiment. Quand je dis il y a plus, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est pas une exagération. J'ai des permanences tous les vendredis après-midi. Vendredi dernier, j'ai reçu 9 personnes. Des 9, j'en avais 7 qui prenaient un rendez-vous pour un logement. Toute catégorie d'âge, tout le monde travaillait et avec des salaires qu'on peut considérer comme corrects. Donc, certes, la règle est imparfaite. Je conçois. Elle est imparfaite. Je dirais quelle règle est parfaite? Quelle règle peut prendre en considération tous les cas de figure? Aujourd'hui, que ce soit sur ce sujet-là ou d'autres, malheureusement, on essaye de réguler ce marché avec les éléments, avec les moyens que nous donne le législateur. Aujourd'hui, le législateur nous propose seulement ça. Je dirais, on fait avec ce qu'on a. Certes, c'est imparfait. Vous avez cité ce cas de figure de personnes qui ont hérité, qui ont besoin de ce rentrée d'argent pour pouvoir entretenir leur résidence secondaire. Je peux vous sortir d'autres cas de figure. J'ai eu des gens qui sont venus me dire, voilà, monsieur le maire, je loue, entre guillemets, avec un Airbnb, pour ne pas le citer, pour arrondir ma petite retraite. Je le loue pour entretenir ma résidence principale. Je loue pour payer les études de mes enfants. Je loue pour X raisons. Je dirais qu'au final, tout le monde a une bonne raison, ou se donne une bonne raison pour louer via ces plateformes. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de mettre le plus de logements possible sur le marché à l'année, sur 12 mois, parce qu'on a, c'est-à-dire,
sais pas si je pense que tout le monde est conscient ici de la situation dans laquelle on est sur le logement. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Donc, il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse vite. C'est sûr que ça changera des habitudes, mais si on est tous d'accord sur le constat, si on est d'accord sur le fait qu'il faut trouver des solutions, la solution ne sera pas de dire tant qu'il n'y aura pas de règles parfaites, on ne fait rien et on laisse courir. Aujourd'hui, il y a cette règle, elle ne résoudra pas le problème, on le sait très bien. Il n'y aura pas la règle qui résoudra le problème n'existe pas. Ce sera une multitude de règles parfaites ou imparfaites qui vont aider à solutionner le problème. Donc, sur le constat, je suis d'accord, la règle est imparfaite. Maintenant, on n'a pas mieux. Et je dis toujours, ça c'est ma lecture personnelle, je crois qu'il est plus important, c'est-à-dire le droit d'avoir un toit passe avant celui d'en avoir deux. Surtout quand on est dans une commune dans laquelle on se rend compte que la population n'arrive plus à se loger. Je ne sais pas si j'étais clair, j'essaie d'être clair. C'est pas une décision facile à prendre. J'ai eu beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de Cibouriens qui sont venus sur ça, mais je pense qu'il est de l'intérêt collectif, de l'intérêt de la ville d'aller sur cette règle. Et j'espère que le législateur nous aidera à apporter de nous fournir plus de leviers pour essayer de régler plus facilement avec des règles plus parfaites, si je peux dire, ce problème de logement. Voilà. J'entends que l'origine de la propriété n'est pas invocable, l'antériorité de la propriété pourrait être invocable. C'est-à-dire qu'un bien acquis avant telle année pourrait échapper ou subir une application moins stricte. Ça pourrait être... Oui, c'est-à-dire, vous savez, cette règle, on l'a mise on a eu fait plusieurs réunions, on a fait de mémoire 5 ou 6 ou 7 copiles, on a fait tous les cas de figure. Aujourd'hui, cette règle ne s'applique pas sur l'ensemble des meublés de tourisme. Il faut savoir qu'il y a déjà des exonérations qui s'appliquent. Un logement dans une résidence secondaire dans la bâtisse de la résidence principale n'est pas prise en compte. On aurait pu dire, on l'applique à partir de la troisième propriété. Résidence principale, résidence secondaire, et la troisième, la partie troisième. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est dans les loueurs de meublés, 90% des loueurs n'ont pas 3 logements. Donc c'est dans ça où on a essayé de faire une règle la plus pertinente possible. Mais je partage votre constat, oui, elle est imparfaite. Merci, monsieur le maire. Donc, il n'y a pas d'autres questions. L'ordre du jour étant épuisé, je vais clore ce conseil municipal. Je remercie d'avoir participé. Le débat était très intéressant.